Bonsoir Maëlle Barnier. Bonsoir Marie. Vous êtes porte-parole de meilleurtaux.com, courtier en crédit immobilier. Après le choc du confinement, une crise sanitaire et économique qui continue de nous secouer, vous allez nous dire où en est le marché de l'immobilier. Est-ce qu'il y a eu un effet Covid? Alors, il y a eu un effet rattrapage au mois de juin avec un boom de la demande et une demande qui s'est maintenue en juillet et août et qui se maintient toujours. Les acheteurs sont là, ils ont des projets. Pour certains, ils ont changé de projet après le confinement. Mais en tout cas, ils sont bel et bien là. D'accord, c'est assez contre-intuitif parce que on aurait pu se dire aussi qu'après des complications économiques, une vie beaucoup plus finalement resserrée, beaucoup plus confinée, on a peut-être moins l'envie ou peut-être moins les moyens aussi d'investir. Je crois que vous aviez donné des chiffres, une baisse de 18% des demandes de crédit en un an. Oui, tout à fait. Alors en fait, on est sur 9% si on prend que les acquisitions. Donc c'est des baisses qui sont quand même assez modérées. Ce qui est vrai, c'est que en fait, l'immobilier est une valeur refuge. Et ce qu'on a vu en sortie de confinement, c'est que le chez-soi est devenu sacré. On s'est dit, en fait, on peut rester coincé chez nous pendant 2 mois et demi. Ça va peut-être revenir d'ailleurs, malheureusement. Donc du coup, tout ce qui était voyage, loisirs, cet argent-là, en fait, on peut se dire, je vais le mettre ailleurs et peut-être chez moi. Sur le terrain, où en sont les prix? Est-ce que ces fameuses flambées délirantes qu'on a vues pendant des années, c'est fini? Alors, ça semble effectivement avoir un petit peu sonné la fin des hausses énormes qu'on a connues. Globalement, aujourd'hui, Paris est plutôt stable. Lyon commence à continuer à grimper un peu, mais on va dire que c'est un peu un épiphénomène. Et puis, toutes les autres grandes villes sont plutôt stables. Et partout ailleurs où c'était déjà stable, finalement, ça ne bouge pas tellement. Parce qu'encore une fois, il y a des mouvements de population un peu inattendus qui vont peut-être un peu changer la donne. Mais globalement, on est sur un marché qui s'est stabilisé. D'accord, donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, peut-être pas pour les vendeurs, mais pour les acheteurs en tout cas. Quand on vend cher, on achète cher en général. Les villes dont vous parliez, quels sont leurs atouts? Pourquoi celles-ci? Alors, en fait, il y a des mouvements aujourd'hui qui s'opèrent des gens qui quittent Bordeaux pour des villes à 30-40 km de Bordeaux. Pareil à Lyon. On a des exemples à Roanne, on a des exemples dans le Perche, on a des exemples en Normandie, on a des exemples des gens qui quittent Marseille. En fait, l'idée est toujours la même. Je vis dans un appartement, ou alors l'achat d'une maison est très cher dans ces grandes villes. Si je fais 40 km de plus, je vais acheter une maison avec un jardin. Le télétravail étant permis dans beaucoup d'entreprises au moins 3 jours par semaine ou 2 jours par semaine, ça libère complètement les énergies de manière différente. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans des achats de maisons, ça devient vraiment la priorité. Et la cerise sur le gâteau, aujourd'hui, les gens immobiliers rigolent beaucoup parce qu'on leur demande est-ce que c'est piscinable? Donc, c'est la grosse question. Piscinable, alors ça veut dire quoi? Est-ce qu'une maison est piscinable? Est-ce qu'on peut mettre une piscine? Est-ce qu'on pourra construire une piscine? Est-ce que ce sera autorisé? Parce que avant, on disait uniquement jardin. Là, on se dit peut-être que je ne pourrais pas voyager, peut-être que je ne pourrais pas partir en vacances. Si j'ai une piscine chez moi, au moins, je vais me faire plaisir et je pourrais me baigner. Là, ce que vous dites finalement, c'est que toutes ces réflexions dont on a beaucoup entendu parler sur le télétravail, le rêve d'un jardin aussi, on n'est plus au niveau du fantasme. C'est plus de l'ordre du fantasme. Exactement. Il y a encore quelques semaines, je vous aurais dit, on attend encore de voir les chiffres, on attend de voir ce qui se passe sur le terrain. Et parce qu'on en parlait beaucoup, mais ça ne se traduisait pas forcément. Et là, moi, j'ai fait une enquête il y a pendant 2-3 jours précédemment, et on a vraiment des remontées de terrain de gens qui voient arriver des Parisiens, des Marseillais, des Lyonnais, des Bordelais. Alors évidemment, c'est les très grandes villes qui ont des prix d'immobilier très chers, avec en général des CSP+, parce que les gens qui peuvent malgré tout s'autoriser à télétravailler, en général, c'est des professions tertiaires. C'est les gens auxquels on a autorisé effectivement le télétravail ou qui ont des professions qui peuvent télétravailler. Un restaurateur ne peut pas télétravailler, un maçon non plus. Donc c'est une catégorie de la population, mais oui, il y a effectivement des gens qui plaquent tout, pour certains qui gardent leur travail. J'ai un cas, là, quelqu'un qui m'a dit à Marseille, ils plaquent tout, ils vont dans le Cantal. Donc voilà, il y a eu un changement de vie, mais fini, ras-le-bol, l'appartement, on part à la campagne. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a des maisons qui, jusqu'à maintenant, ne se vendaient pas? Tout à fait. Et s'arrachent. Les négociations se font différemment. Exactement. Alors, à Dreux, par exemple, on va prendre un petit cas à part, que j'ai en tête, il y a des maisons qui ne se vendaient pas depuis 2-3 ans et qui s'arrachent en un week-end. C'est-à-dire que les gens arrivent. Dreux n'est pas loin du Perche. Exactement. On est proche de Paris. On peut continuer de travailler à Paris certains jours par semaine. Et on a des maisons qui se vendent 250-350 000, ce qui, pour des Parisiens ou des gens qui habitent dans une grande ville, c'est rien du tout. Et du coup, ça s'achète bien parce qu'il y a un jardin et que, voilà, on est loin de la ville. Vous aviez commencé à parler du profil des acheteurs. Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il évolue? Il a un peu rajeuni. En fait, on a toujours eu des acheteurs, effectivement, autour de 37-38 ans. C'était l'âge moyen. Là, on a vu beaucoup de gens arriver de moins de 30 ans, moins de 35 ans. C'est très jeune. Oui, c'est très jeune. Alors, je pense effectivement que eux, c'est typiquement le côté, je vais peut-être, les voyages, les loisirs, tout ça se raréfie. Donc, il est peut-être le temps que je me dise qu'il faut peut-être acheter un bien immobilier, parce qu'un bien immobilier, ça reste, c'est la valeur refuge, encore une fois, y compris pour les trentenaires.
faire. Et puis, encore une fois, il y a aussi le côté... J'achète parce que je suis en CDI, où j'ai encore mon job, où j'ai toujours mon job. Est-ce que je l'aurai encore dans 7-8 mois? C'est pas sûr. Donc aujourd'hui, mon dossier passe en banque. Est-ce qu'il passera dans 6 mois? Donc j'y vais. Donc on a une très très forte demande. On a plus de 50% des demandeurs qui ont moins de 35 ans. Alors justement, vous dites, est-ce que mon dossier passera en banque? Quel est le comportement des banques? Encore faut-il pouvoir emprunter, parce qu'on nous dit que les taux sont très bas, 1,24% en moyenne. Ça, c'est toujours vrai. Les taux sont toujours très bas. Mais est-ce que tout le monde peut emprunter? Mais le problème, c'est qu'effectivement, les banques sont effectivement extrêmement vigilantes. Alors, sur un critère très simple, qui est la règle des 33% d'endettement. Pour faire très clair, vous gagnez 3 000 €, vous pouvez rembourser 1 000 € par mois. Ces 1 000 €, c'est pas 1 050 ou c'est pas 1 100. Et c'est là où le bas peut blesser, parce qu'avant, elles pouvaient déroger un petit peu. Et depuis le mois de janvier, on leur a demandé d'être très strict sur ce critère. Or, quelqu'un qui n'a aucune somme de côté, qui n'a pas 10 000, 15 000 € en plus, et qui a repéré un bien où il doit rembourser justement 1 050 et pas 1 000, on va lui dire « bah non ». Parce que ça ne passe pas en taux d'endettement. Et c'est là où ça peut coincer. Donc en fait, les gens qui n'ont pas d'épargne ou qui n'ont pas du tout de matelas à côté d'eux, pour sortir ces 15 000 €, ces 15-20 000 € qui vont manquer également pour payer les frais annexes, frais d'agence, frais de notaire, même si c'est assez injuste comme appellation, mais ces gens-là, ils ne vont pas passer. Donc effectivement, il y a une catégorie qui sont malheureusement ceux qui ont les revenus les plus faibles, ou en tout cas ceux qui n'ont pas la chance d'avoir de l'épargne, qui est aujourd'hui un peu plus exclu. C'était le cas il y a un an, loin de là. Est-ce que l'apport fait la différence finalement aujourd'hui quand on va voir une banque? Bien sûr, vous parlez de la règle des 3, donc ça on l'a bien compris, et là-dessus les banques aujourd'hui sont très strictes. Quels sont les autres, comment un dossier bien ficelé un vrai beau dossier pour une banque, c'est un dossier qui a de l'épargne et qui a de l'épargne disponible après opération. C'est-à-dire qu'en gros, vous achetez un bien qui vaut 180 000 €, vous dites au banquier, j'ai de quoi financer les frais annexes, et puis en plus j'ai 20-30 000 de côté. Alors là, c'est tout bon, parce que vous arrivez avec de l'épargne, et il faut être très clair, la banque, elle va se rémunérer derrière, elle va vous placer des produits financiers sur cet apport. Mais est-ce que les Français ont cette épargne-là? Parce qu'on se pose la question. Bien sûr, beaucoup d'argent a été injecté ces derniers mois avec le plan de relance, mais beaucoup de Français n'ont pas cette épargne-là. On entend beaucoup que les Français dorment sur leur épargne. Oui, ceux qui dorment sur leur épargne, c'est ceux qui ont 40, 45 ans, qui travaillent depuis des années, qui n'ont pas eu d'accident de la vie, et qui, effectivement, pendant le confinement, n'ont pas du tout consommé. Donc, comme ils avaient des salaires plutôt élevés, ils ont effectivement gardé de l'épargne. Mais pour ceux qui ont des salaires assez moyens et qui ne consomment pas beaucoup d'habitude, le confinement n'a pas vraiment changé grand-chose. Et encore une fois, tous les Français ne dorment pas sur leur épargne. Quand on a moins de 30 ans, qu'on vient de débuter dans la vie et qu'on a pour certains un prêt étudiant, on ne dort pas sur son épargne, on n'en a pas. Emmanuel Macron, et dernière question, il doit annoncer des mesures beaucoup plus précises sur la suite des événements. Pour l'instant, on est quand même vraiment sans visibilité. Est-ce que ça peut influencer aussi les comportements? Ce qui est sûr, c'est que si on redécide de confinement localisé dans certaines villes, dans certaines grandes villes, le mouvement dont je vous parlais tout à l'heure, de fuite vers la campagne, va s'accélérer. Merci Maëlle Varnier. Merci d'être venue sur notre plateau. Tout de suite, C'est dans l'air avec Caroline Roux. C'est une émission qui revient sur les tensions en Méditerranée, notamment entre la Turquie et la Grèce. Et puis, je voulais également vous dire qu'on vous donnait la parole à vous, téléspectateurs, puisque France Télévisions s'associe à Radio France, TV5 Monde, France Média Monde et l'INA pour vous consulter et pour comprendre ce que vous attendez des médias publics. Alors, n'hésitez pas, venez proposer vos idées sur nosmediaspublics.fr. Bonne émission à vous.